Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Alors récemment, j'ai reçu plusieurs témoignages d'hommes et c'est ce qui m'a donné envie d'aborder ce sujet. Figurez-vous qu'il y a des médicaments qui peuvent provoquer non pas des érections mais des irruptions sur le pénis et puis des allergies, des gonflements inquiétants et également des pannes d'érection. Et les médecins ne sont pas toujours aptes à prévenir leurs patients et donc le patient se demande tout d'un coup quelle maladie sexuelle transmissible il aurait bien pu attraper et c'est vrai qu'il y a de quoi être particulièrement angoissé. Alors je vous propose en compagnie de Eric Haller qu'on aborde ce sujet en long, en large et pourquoi pas en travers. Mais quoi de plus normal quand on sait à quel point le pénis est le baromètre de la santé des hommes. On pourra peut-être aussi aborder quelle est l'hygiène de vie pour avoir une bonne sexualité le plus longtemps possible, quelles sont les solutions à envisager après un cancer de la prostate. Bref, on va essayer de faire le point sur tous ces sujets qui touchent de près l'intimité des hommes. Et là encore, tous les urologues ne sont pas toujours aptes à prévenir leurs patients, par exemple en cas de cancer de la prostate. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez des questions à poser à Eric Haller, venez nous rejoindre au 0826 300 300. Alors je sais Eric Haller que vous n'êtes pas sexologue, vous seriez plutôt plombier si je puis dire, oui. Puisque en fait vous vous occupez de la verge des messieurs qui sont souvent en fuite, puisque vous avez notamment démontré à quel point il faut tenir en compte de ces fameuses fuites veineuses qui font qu'à partir du moment où il y a des fuites veineuses, le sang se retire des corps caverneux et donc l'érection ne se maintient pas. Ce que finalement peu d'hommes savent et peu de médecins aussi, j'ai même envie de dire, savent. Donc vous nous en avez informé déjà depuis quelques temps. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tour d'horizon. On en a parlé en préparant l'émission. Il y a des médicaments qui ont des effets assez inquiétants. Alors c'est évidemment pas tous les hommes qui prennent ce médicament qui vont avoir ces problèmes-là, mais il y a quand même, ça vaut le coup d'en parler parce que c'est parfois 1-2%, c'est pas rien. Absolument. Il faut se rappeler que les ancêtres des pharmaciens, c'était dans les châteaux ceux qui détonaient les fioles pour empoisonner. Oui. Et donc ils avaient une grande connaissance de l'utilisation des plantes à l'époque et diverses substances pour faire le bien comme pour nuire. Derrière les médicaments, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires que tout le monde connaît. Bien sûr, nous sommes tous familiers avec ça. Alors ce qui est un peu particulier dans les effets secondaires et les troubles de l'érection induits par certains médicaments, c'est que il est parfois difficile de faire le tri entre la maladie que l'on soigne et qui peut provoquer un trouble de l'érection. Et là, c'est la maladie, c'est pas le médicament. L'hypertension artérielle, par exemple. Et d'autre part, le médicament qu'on utilise pour soigner cette maladie et qui peut, ce médicament, à son tour, diminuer les érections, pour ne parler que des érections. Donc, on a mis beaucoup de temps, en réalité, à bien identifier l'effet nocif sur les érections, prenons simplement ça pour le moment, de médicaments. Parfois même, on les a un petit peu exagérés. Par exemple, sur les bêta-bloquants, c'est une grande famille de médicaments pour le cœur qui sauvent des vies. Peut-être on a un petit peu surjoué le rôle néfaste de ces médicaments, finalement, parce que quand on reçoit ce médicament, c'est qu'on a eu les artères coronaires bouchées à un moment, et si on a les artères coronaires bouchées, c'est peut-être qu'on a aussi les artères qui conduisent le sang au pénis qui sont bouchées. Donc il faut faire le tri de tout ça. Et alors, juste une chose, si vous êtes d'accord, un grand conseil de prudence. C'est-à-dire que si vous pensez que un médicament que vous commencez à prendre peut être nocif pour vos érections, surtout, ne l'arrêtez pas tout seul. Demandez à votre Bien sûr, n'allez pas voir sur Internet... C'est ça, et j'arrête mon bêta-bloquant et paf, là, mon cœur s'emballe, etc. Non, il faut vraiment bien en parler à son médecin. Alors, les médecins, vis-à-vis de l'érection, il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous en parlions tout à l'heure. Peut-être n'ont pas toujours conscience de l'importance que les troubles de l'érection ont chez les hommes dans les couples. Oui. Donc, il faut les prendre un petit peu par l'oreille. Vous direz là, attendez, vous m'avez donné un médicament, ça ne marche plus du tout, donc qu'est-ce que je fais ?
Le principe général, c'est de pas abandonner tout seul son médicament et de demander, d'autres médicaments qui ont le même effet et qui sur la maladie, mais qui n'ont pas l'effet néfaste sur les érections. Bon. Et puis, donc ça, c'est une chose importante peut-être à dire. Hein. Bien sûr, mais vous êtes là pour dire les choses importantes et avertir tous ceux qui nous écoutent, parce qu'au fond, c'est des choses qu'on entend nulle part ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Vous donnez une audience à des sujets qui sont peu traités en général. L'autre point, c'est que effectivement, il y a une grande variété de médicaments qui peut avoir des effets néfastes sur les érections. Ou sur l'éjaculation. D'ailleurs, quelquefois, on utilise ces effets néfastes, par exemple, dans l'éjaculation précoce. Avec les antidépresseurs, oui, c'est absolument. Ça. Donc, ces antidépresseurs ne dépriment pas toujours l'érection, comme on le dit. Alors, ça peut arriver. Là aussi, il faut faire la part avec la dépression, bien sûr. Mais volontiers retardent l'éjaculation. Donc, il faut le savoir. Et puis, réciproquement, donc ce que vous disiez, Brigitte, c'est aussi un médicament pour traiter les éjaculations précoces qui sont extrêmement gênantes. Hein. La définition, c'est une éjaculation qui survient moins d'1 minute avant la pénétration. Donc ça vient très très vite et c'est très handicapant. Bien sûr. Et puis, ce que j'ai entendu donc déjà de plusieurs personnes, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi, c'est des médicaments, notamment des antibiotiques, qui provoquent des problèmes d'ordre dermatologique sur le pénis. Alors, ça paraît curieux, mais j'ai eu suffisamment, enfin, j'ai pas eu 10 000 témoignages, hein, bien sûr, mais j'en ai eu 2, et je pense que c'est important de le signaler parce que c'est pas anodin quand même. Absolument. Alors d'une manière générale, les antibiotiques sont connus avec d'autres médicaments, mais enfin eux beaucoup, pour induire des manifestations cutanées, en général bénignes. Hein. D'accord, mais enfin, quand c'est sur le pénis, c'est jamais bénin. Hein. Je sais pas à vous que je vais l'apprendre. C'est dramatique pour l'intéresser, bien sûr, mais donc pourquoi pas. Beaucoup de choses peuvent se voir en effet. Et le principe général, c'est comment j'étais avant de prendre le médicament. Je prends le médicament, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et puis en parler à son médecin. Oui, absolument. Mais on sait aussi maintenant à quel point c'est compliqué d'avoir un rendez-vous rapidement chez le médecin. Oui. Et quand on a un petit problème au pénis, c'est pas à vous que je vais l'apprendre non plus. C'est assez urgent. C'est délicat. Alors, méfiance. Pour cette émission, je viens de revoir ce qui est écrit au sujet d'un médicament qui s'appelle le finastéride. Alors le finastéride, c'est un médicament que l'on prescrit entre autres contre la chute des cheveux. Je ne vais pas discuter son efficacité ou inefficacité. Non, on n'est pas là pour ça. De toute façon, il y a plein de gens qui transplantent des cheveux, même extrêmement au passé personnel et politique extrêmement prestigieux. Donc il y a toujours des solutions. Je ne veux pas le savoir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi j'attire l'attention, c'est parce que si vous regardez ce qui est écrit sur Internet, vous tombez sur des avis qui datent de 2012. Et d'autres qui datent de 2019 et après. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que avant 2019, on disait qu'il suffisait d'arrêter le médicament pour voir les effets indésirables disparaître. Oui. Et depuis 2019, on sait que c'est pas le cas. C'est-à-dire que même à l'arrêt du médicament, les effets perdurent, voire peuvent, dans certains cas, s'amplifier. D'accord, donc c'est un médicament quand même assez grave pour le pénis, parce que vous m'avez raconté ce que ça peut provoquer comme problème. Donc ça crée des troubles de l'érection, ça peut créer des troubles de l'érection, ça peut créer une baisse de sensibilité du pénis. En dehors du pénis, si je puis dire, ça crée des syndromes dépressifs graves avec des idées suicidaires et des passages à l'acte. Vous voyez, c'est tout sauf c'est joli un homme chauve. Ah bon, bien sûr. Écoutez, oui, c'est mieux qu'un homme dépressif. Absolument, oui. Ou qui a perdu sa sensibilité sur le pénis. Non, mais j'en plaisante, mais enfin, c'est quand même important de le signaler parce que. Absolument. Je veux dire, est-ce que tous les médecins qui prescrivent ce médicament savent ce que vous êtes en train de dire? J'imagine que non. Non, mais j'imagine que non, parce que malheureusement, les médecins peuvent pas tout connaître et tout savoir. Hein, je veux dire, soignons indulgents aussi. C'est quand même un métier compliqué où il y a sans cesse des nouveaux médicaments, des nouvelles informations. Bon, donc c'est bien de le dire. Oui. Voilà.
Bon, on a fait un petit tour. Rappelons quand même les quelques maladies principales qui provoquent des problèmes d'érection, comme le diabète, l'apnée du sommeil, l'hypertension. Qu'est-ce que j'oublie L'hypercholestérolémie, oui. Vous en avez cité beaucoup et qui sont extrêmement importantes. Nous sommes en train aussi de découvrir mieux qu'il y a beaucoup de maladies chroniques tout à fait en dehors du système vasculaire, parce que là vous avez cité beaucoup de choses qui se font par l'intermédiaire des artères. En gros, ce sont des maladies... Donc ça paraît logique que ça ait un problème sur l'érection. Mais des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, semble être associé à une plus grande malchance, si je puis dire, de rencontrer également des troubles de l'érection. Ça, c'est de plus en plus identifié comme étant une difficulté. Bon, on va voir maintenant ce que les auditeurs ont à nous dire, ont comme question à poser au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Eric Haller, notre plombier préféré. Je vais vous appeler comme ça maintenant, si ça vous va bien. Non, vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Faut pas plaisanter quand même. Et vous êtes également l'auteur de ce livre Guide de l'impatient qu'on peut retrouver sur Bookelis, donc sur Internet. Non, mais bien sûr qu'on peut. Et puis ça rappelle la belle époque des films porno. Vous savez, c'était le plombier qui arrivait. Oui, absolument, avec sa mallette, qui permettait à la jeune femme qui était délaissée par son mari de retrouver un peu de sexualité. Voilà. Bon, c'est pour la petite histoire. C'est peut-être que les jeunes n'ont pas cette référence, mais c'est pas grave. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Donc vous avez actuellement une 50aine d'années, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez des petits problèmes d'érection. Le sujet tombe pile poil. Je ne vais pas dire à quelques jours près, mais on n'est pas loin. Bon, allez-y, Eric, vous écoute. Je viens de changer de travail et donc j'ai fait ma visite médicale d'embauche. Et là, le docteur me dit, oh là là, la tension, elle est un peu haute. Donc, il me conseille d'aller consulter mon médecin. Moi qui suis pas féru de la médecine, bon bref, ma femme finit par prendre rendez-vous, me laisse pas le choix, donc j'y vais. C'est bien les femmes, hein. Ah ouais. Et là, elle vous aime, sinon bon. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Donc en fait, je lui explique un peu tout ce que j'ai. En fait, j'ai eu différentes choses dans ma vie qui ont été un peu compliquées. Je pense que j'ai peut-être un peu trop consommé d'alcool. Enfin, je lui ai tout dit, jusqu'au moment donné où je lui ai dit, écoutez, ça me dérange, mais bon, comme vous êtes mon docteur, je suis obligé de vous le dire. Des fois, j'ai dit, ça marche pas, et voilà. Je lui dis, comme ça, vous savez tout. Et donc elle me dit, on va commencer par faire une prise de sang. Et là, elle me dit, la dernière fois que j'ai fait une prise de sang, c'était il y a 2 ans. Donc j'ai dit, oui, en effet. Voilà. Donc on fait une prise de sang, je lui envoie, donc les résultats sont bons, pas de cholestérol, pas de choses comme ça. Félicitations. Bon, le gamma-GT pas trop top, mais ça je le sais. Ça c'est l'alcool. Bon. Je sais. Et là elle me dit, je vais vous prêter mon tensiomètre et puis vous allez prendre des mesures 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et là je m'en doutais un peu les résultats, donc je suis tous les soirs 17-18. Ça m'est arrivé également le matin aussi. Et donc là, depuis aujourd'hui, donc je me rappellerai parce que c'est l'anniversaire de mon fils, je prends un traitement pour de l'hypertension. Et en fait, elle m'a dit que mes problèmes érectiles pouvaient provenir aussi de l'hypertension. Donc elle m'a dit on va faire les choses comme il faut, dans l'ordre, et après on verra. Bravo. Donc voilà où j'en suis. Écoutez, vous avez bien fait de changer de travail. Ouais, c'est ce que je me dis. Ça va augmenter votre espérance de vie. Bon. Après, j'ai d'autres soucis, c'est que je ne peux malheureusement plus faire d'activité physique parce que je me suis fait 2 fois des croisés, plus toutes les ponctions que j'ai pu avoir. Enfin, au final, j'ai un genou qui est malade, trop jeune pour avoir une prothèse. Donc voilà. Donc, il y a plein de moyens de faire du sport. Vous savez, il n'y a pas que la course à pied dans la vie. Vous pouvez nager. Non, c'est que j'avais en fait, vraiment le seul sport qui me plaisait vraiment, parce que pour moi c'était physique, c'était tactique, c'était technique, c'était le badminton.
On faisait entre 5 et 6 heures par semaine. Et c'est vrai que c'était top. Et ça fait 3 ans. Ouais, c'est sûr que le yoga, c'est pas pour vous, hein. Non. Et c'est, alors, bon, ça reste entre nous, hein, personne n'en parlera entre nous deux. Hein. Les problèmes d'érection, c'est le matin, par exemple, ou pas? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. C'est le soir, c'est le matin. Alors des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas du tout. Des fois, ça commence à marcher et puis hop, ça marche plus. Et puis des fois, ça marche très bien. Enfin, alors, votre médecin est remarquable. Hein, c'est un très bon médecin parce qu'il a, vous lui transmettrez. C'est une femme d'ailleurs. C'est une femme. Alors, une femme nous avons fait une enquête. Les femmes médecins interrogent plus volontiers les hommes sur leurs érections que les hommes médecins. Alors là, c'est vous qui en avez parlé. J'ai bien compris. Je me suis dit, mais quand même. Mais les femmes médecins sont beaucoup plus attentives, en tout cas, à ces questions de santé qu'on dit sexuelle, bon, en tout cas, qui concernent les érections. Si vous voyez et vous le dites que les érections sont moins bonnes, eh bien, la première chose, comme l'a dit votre médecin, hein, c'est de faire un lien possible entre hypertension artérielle et troubles d'érection. Alors je vais vous dire une chose qui va sûrement vous décevoir, mais il est assez peu probable que la correction de l'hypertension artérielle, qui est absolument indispensable, parce que sinon, c'est quoi? Ce sont des accidents vasculaires par segment dans la tête, vous voyez, ce sont pas des choses réjouissantes, donc c'est fatigue du cœur, etc. Donc, formidable, hein, on vous a sauvé la vie. Donc, mais sur les érections, c'est pas certain que ça fasse grand-chose. Et d'autre part, il est rare que l'hypertension artérielle en elle-même altère profondément et durablement les érections. Donc, il va falloir chercher un petit peu plus loin. Il va falloir que vous fassiez un dosage hormonal parce que vous arrivez à cette position enviable dans la vie à partir de laquelle on peut avoir des petits déficits hormonaux. Donc il faut faire cette prise de sang. Et puis peut-être que si le trouble d'érection se confirme, il faut faire une échographie Doppler du pénis. Ça c'est très important. C'est pas réjouissant. Ah oui, mais alors, c'est pas réjouissant, mais ça permet de savoir énormément de choses sur son état de santé et surtout de prévenir. Parce que si les artères sont un petit peu encombrées au niveau du pénis, artère très très fine, hein, il se peut qu'elles le soient également au niveau des coronaires. Et on sait que un trouble de l'érection qui débute anticipe. Alors attention, vous êtes bien assis et prenez ça du très bon côté, qui est celui de la prévention. Anticipe un éventuel infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral de 3 ans à peu près, en moyenne. Donc, vous voyez, vous avez 2 fois la vie sauvée, là. Donc, vous allez... Ça sent pas bon, ça. Mais si, au contraire, parce que vous n'allez pas avoir ça. Vous voyez, c'est merveilleux. Et voyez-vous, en l'occurrence, je ne plaisante pas. Non, mais absolument. Et d'autant plus que Fabrice, après, des moyens pour retrouver l'érection, il y en a. Il y en a. Il faut d'abord connaître. Ne faites pas l'autruche, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Oui, mais si vous voulez prendre le cachet, il n'y a rien de sentimental, quoi. C'est pas... Ah, mais c'est pas la question. C'est un vaste sujet. Nous pourrions en parler d'ailleurs. Tiens, ça serait peut-être l'occasion d'une émission. Oui, je trouve que votre réflexion, qui bien souvent est extraordinaire. Alors, je suis pas de cet avis, moi, mais on n'a pas le temps de développer ça. Mais là, il s'agit de vos érections. Il s'agit de votre santé, dans les 20 ans qui viennent. De votre vie, tout simplement, Fabrice. Oui. Parce que quand vous serez mort, vous serez raide. Mais si vous voyez ce que je veux dire, hein, excusez-moi, un peu d'humour, non, mais vous voyez, je crois que c'est vraiment d'abord une question de santé essentielle. Là, il faut que vous preniez clairement en main votre santé. Et puis après, le pénis, il y aura toujours une solution. Absolument, et il n'y a pas que les cachets dans la vie. Hein. Les cachets peuvent aider, ils peuvent être la solution d'ailleurs, mais seulement une fois qu'on a compris par quel mécanisme les érections sont altérées. Et ce qui est important dans ce que vous venez de dire, Eric Haller, c'est qu'on entend très souvent des hommes qui ont des problèmes d'érection et qui vont aller demander à leur médecin, on va dire du Viagra, hein, pour simplifier, sans réellement aller chercher s'il n'y a pas justement un risque cardiaque, etc. Donc là, ce que vous venez de dire, je crois que tous les hommes et les femmes doivent l'entendre. Les femmes, je dis les femmes parce que je sais qu'elles sont très prévoyantes pour leur mari, comme la vôtre, Fabrice. Merci en tout cas, Fabrice, et s'il vous plaît, suivez les conseils d'Eric Haller. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Haller est avec nous. Nous évoquons la santé des hommes et qui a évidemment une influence sur le pénis. On le dit souvent, Eric Haller. Le pénis, c'est le thermomètre de la santé masculine. Absolument. Donc, soit vous êtes en mauvaise santé et vous risquez d'avoir des mauvaises érections, soit vous avez des mauvaises érections et il y a peut-être un petit problème de santé. Vous prenez ça dans le sens que vous voulez. Bonjour Alex. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Alex. Alors moi je voulais vous faire part de mon expérience puisque je ressors hier d'un écho-doppler. Bravo. Qui m'a été prescrit par Eric, justement par le professeur Haller il y a quelques semaines. Puisque j'avais déjà participé à une émission comme ça en début d'année et puis à un moment donné je me suis dit je vais franchir le pas. Et pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que j'ai des troubles de l'érection, voilà, par moment, perte d'attention et autres. J'ai pu prendre du Cialis qui m'avait été prescrit par le docteur Hupertan, voilà. Et au final, des fois ça marchait pas. Et puis c'est vrai qu'en écoutant les émissions et puis la fuite veineuse et tout le reste, je me suis dit mais on a quand même des professionnels qui viennent partager leur expérience, qui viennent expliquer qu'il y a des nouvelles, je veux pas dire technologies, mais des méthodes de faire, qu'on découvre des choses là où effectivement parfois il y a des généralistes qui sont complètement à côté de la plaque malheureusement parce qu'ils sont pas focalisés sur la partie sexe. Ils sont pas formés. Voilà. Et en écoutant ce que vous faisiez, je me suis dit allez, on y va. Et donc je vous ai eu, d'accord, avec tout le protocole, tout ça. Et j'ai été faire, même si je savais que dans ma tête, je savais que le problème était vraiment dans ma tête, j'en étais persuadé. Ouais. Mais je me suis dit, peu importe, je peux être persuadé de quelque chose, mais il y a quelque chose qui me permet d'écarter certaines pistes. Et je me dis, ça coûte quoi? Et je l'ai fait. J'y suis allé hier, j'ai eu droit à une petite piqûre, alors toute petite, puisque j'ai pas eu la totale par rapport au questionnaire que j'ai fait là-bas. Ouais. Et en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand j'écoutais le témoignage de Fabrice juste avant, c'est qu'il faut pas se priver des opportunités qu'on nous propose. De savoir que des spécialistes ont détecté des choses ou qu'il y a des personnes qui sont capables de voir des choses que d'autres personnes ne le sont pas. Faut pas se priver, même si j'allais dire quelque chose qui est pas correct, j'allais dire ça sert à rien parce qu'en fin de compte, si ça permet d'écarter quelque chose d'autre et peut-être de confirmer autre chose. Mais franchement, comme on disait, effectivement, le baromètre, on va dire la sexualité est tellement importante et tout ça. Et moi, même si je sais que je suis persuadé que c'est dans ma tête, a priori c'est vraiment le cas. Ouais. Donc moi, je veux écarter toute piste. J'ai 47 ans. Ouais. Et effectivement, ça permet également, comme vous disiez, d'avoir d'écarter, je crois que c'est l'infarctus ou je sais trop quoi, d'écarter plein de possibilités. Mais pourquoi se priver de précieux conseils? Ça coûte rien, à part de dire d'y aller pendant 1 heure, 2 heures. Une petite injection, voilà. Il y a rien de sorti, il y a rien de grave là-dedans. Et je conseillerais à tout le monde de faire ça dès qu'on a un doute. Formidable. Est-ce que c'est compliqué pour, je dirais, la pudeur ou le fait d'exposer son corps, etc. Comment avez-vous vécu ça? Très bien, parce qu'effectivement, là où j'étais, et c'était rigolo parce qu'il y avait le docteur Sussman qui était là, que j'avais également écouté dans toutes les émissions. Donc voilà. Et puis non, j'ai attendu, puis après, voilà. C'est la compagne de Ronald Virac, en effet. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que je les ai vus aussi là-bas. Et puis finalement, c'était un de leurs élèves, le docteur Citruc, qui s'est occupé de moi, voilà. Mais parfait. Le professionnalisme, tout ça, sans aucun doute. Vous savez, c'est des gens qui font ça tous les jours, donc il n'y a pas à se sentir gêné. Mais non, mais justement, moi je ne sens absolument pas gêné, parce qu'en plus, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, ils sont là. Et ils sont à l'écoute, et surtout à l'écoute de bien demander s'il y a des questions sans arrêt. Vraiment, je veux insister sur ce retour d'expérience-là parce que on est totalement mis à l'aise. Ils sont pas partis à me faire la grande injection qui peut me donner une érection pendant 1 heure parce que par rapport au questionnaire, il pose des questions, il m'a posé des questions, il dit c'est peut-être pas nécessaire, je sais même pas si peut-être la petite, je fais c'est vous qui décidez, moi je ferme les yeux pour la piqûre parce que j'aime pas les piqûres. Mais ça fait pas mal, je préfère rassurer, ça fait un petit liquide, effectivement, ça fait des picotements, tout ça. Mais faut profiter, franchement, il y a des personnes qui sont calées là-dessus, faut y aller, et comme ça, moi j'en suis ressorti content, il n'y a pas de souci. Je suis content. Donc moi, déjà, ça va, vous êtes en bonne santé, et maintenant vous savez que c'est vraiment dans la tête, si j'ai bien compris. Moi, qu'un jour je vais écouter quelqu'un d'autre chez vous qui va dire autre chose, je vais me dire pourquoi pas, mais je sais que principalement c'est dans ma tête. Et justement. Puisque vous savez maintenant avec certitude que c'est dans votre tête, comment est-ce que vous allez, j'allais dire vous organiser, mais comment vous allez vous y prendre pour vous occuper de cette question d'érection? Est-ce que d'abord le fait de savoir que c'est pas une maladie
du corps va vous aider, pas vous aider? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, simplement parce que dans ma tête, il va falloir que je débloque pas mal de petites choses. Alors effectivement, avec les émissions, là, j'ai acheté dernièrement des ouvrages aussi de Yves-Alexandre Talman. Voilà, des petits livres comme ça qui sont très sympas. Et de comprendre mieux les choses, de comprendre mieux mon fonctionnement, notamment sur la partie désir, qui est très importante chez moi. Et essayer de prendre, j'allais dire peut-être un virage à 90 degrés dans certaines choses, de me remettre toujours en question, c'est ce que j'essaie de faire, mais et peut-être de m'appuyer sur peut-être des lectures. Et je me dis, voilà, j'ai écarté la fuite veineuse. C'est dans ma tête, je veux pas rester là, donc maintenant, mais il faut que j'accepte des choses. Vous avez fait un grand pas, Alex, parce que vous êtes prouvé ce que vous intuitivement vous ressentiez, hein, puisque vous aviez la sensation que c'était plutôt d'ordre psychique que corporel, si je puis dire, et vous vous êtes obligé à aller vous prouver quelque chose qui n'est jamais très agréable, parce que on n'aime pas que ce soit dans la tête. On préfère toujours qu'il y ait un petit problème dans le corps, parce que ça, quelque part, on se dit si c'est dans le corps, on va prendre un médicament puis ça va aller mieux. Tandis que quand c'est dans la tête, on est obligé là d'aller creuser au plus profond de soi pour trouver la solution, quoi. Et donc bravo, parce que vous avez fait le premier pas. C'est le premier pas qui coûte, hein, quand c'est dans la tête. Merci, mais il y a juste un mot sur lequel je suis pas d'accord avec vous. Et je vais changer ce mot-là. Allez-y, oui. Le mot obligé. Je me suis pas senti obligé. Je me suis dit c'est l'opportunité. Et c'est encore mieux. C'est l'opportunité qui m'a été proposée de pouvoir, de savoir ce que j'avais ou ce que je n'avais pas, et pour pouvoir avancer, pour continuer à avoir une sexualité qui est épanouie, mais de pouvoir en profiter à 100%. C'est vraiment une opportunité que vos émissions offrent, que des spécialistes comme le Dr Allaire offrent. Et je me suis dit, oui, faut la saisir. Il faut y aller. Et moi, je conseille à tout le monde, même à Fabrice, juste avant, je conseille, mais il faut y aller. Il y a aucune crainte à avoir et rien du tout. On peut juste ressortir avec quelque chose de positif à la fin. Oui, mais pour ça, il faut oser. Il faut pas rester dans le déni. C'est bien, bravo. Alors, un deuxième bon point, alors, Alex. Merci, oui, c'est vrai. Faut le faire. Bon, et maintenant, vous avez la refondation de votre sexualité, en tout cas de vos érections, à partir de ce résultat. Bon, déjà, petit conseil, puisque c'est dans la tête, Alex, attachez moins d'importance à vos érections. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Oui, parce qu'à partir du moment où on attache moins d'importance, on regarde moins et comme par hasard, elles reviennent. Exactement. Merci Alex, merci beaucoup et merci pour Eric Allaire, parce que je pense que ça lui fait plaisir de voir que quand il vient passer 2 heures ici, il perd pas son temps. Nathalie est avec nous et Nathalie va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous, vous avez une voix bien charmante, ça va faire venir une érection à Alex, je suis sûre. Écoutez. Oui, mais il faut pas en rire, c'est du sérieux. Non, mais c'est une flatterie, je suis très flattée. Nathalie, donc 3 questions, puis après vous pourrez évidemment poser une à Eric Allaire. Première question, est-ce que le polyamour vous tente? Alors, pas du tout, Brigitte. Pas du tout. Pas du tout. C'est une façon d'aimer qui ne me convient pas. D'accord. Vous pensez qu'on peut aimer qu'une seule personne à la fois? Alors, pas forcément aimer personne. C'est assez complexe en fait. C'est qu'on peut effectivement, comme en amitié, aimer des gens pour des choses différentes. Mais dans le polyamour, il y a quand même un investissement intime qui est beaucoup plus fort et pour moi, qui n'est que pour une seule personne. Et pourtant, je suis libertine dans le fond. Donc, si vous voulez, c'est intéressant, oui. Voilà, donc je peux être amoureuse de plein de personnes dans le milieu du libertinage, mais par contre dans la vie de tous les jours, le polyamour pour moi n'a pas de place dans ma vie en tous les cas. Cela dit, ça ne me surprend pas, parce que quand on est libertine, on a une capacité, si je puis dire, à avoir des relations sexuelles comme on a envie. Enfin, en tout cas, on n'est pas totalement monogame au sens sexuel du terme. Donc, quel intérêt d'aller vers le polyamour? Ça me surprend pas beaucoup. Oui, et je suis libertine célibataire, donc si vous voulez, je pourrais me permettre. Voilà, vous voyez, je pourrais me permettre plein de choses, mais en fait non. Je pense que justement, ce qui va faire la différence entre le libertinage et la vie réelle, c'est effectivement d'avoir une personne sur laquelle je peux vraiment me poser, mais qu'une seule personne. J'ai vraiment besoin d'être l'attention d'une seule personne et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit
qui me monopolise toute mon attention. D'accord. Puisque vous êtes libertine, est-ce que vous rencontrez régulièrement, souvent ou pas du tout, des hommes qui ont des pannes d'érection en club ou en soirée privée? Ça arrive effectivement de plus en plus sur les personnes qui commencent effectivement à arriver à la cinquantaine. Alors forcément, je pense que c'est peut-être pas le meilleur des lieux pour eux de venir dans ce genre d'endroit, parce que très souvent les hommes n'ont pas la notion que leur panne sexuelle peut déranger leur partenaire en fait. C'est-à-dire que moi, effectivement, je peux rencontrer des hommes qui ont une panne sexuelle, mais bon, comme je suis dans le milieu du libertinage, si effectivement ce partenaire a une panne, je vais en voir un autre, vous voyez, parce que je suis là aussi, moi, pour prendre du plaisir. Donc forcément, quelqu'un qui a une panne sexuelle, je ne vais pas lui faire sa thérapie et lui, je peux lui donner des conseils. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous voulez, voilà, si vous voulez, le fait chacun son rôle, Nathalie, laissez-moi mon rôle. Exactement. Donc ça existe. Alors ils viennent aussi peut-être se mesurer au fait que c'est juste de passage, que c'est pas bien grave, que ça arrive. C'est la première fois. Oui, voilà. Ils essayent de se dire que peut-être si je viens dans un milieu libertin, là je vais trouver une fille qui va pouvoir m'exciter, me donner du plaisir et me faire avoir une érection et avoir un rapport. Et là c'est pas comme ça que ça marche. On l'a bien vu depuis le début de l'émission qu'effectivement dès qu'il y a une petite panne, il faut commencer à s'interroger. Mais oui, on rencontre de plus en plus d'hommes qui ont des pannes et même des jeunes. C'est quand même un lieu où il faut être un peu exhibitionniste pour avoir une érection devant tout le monde. Et c'est donc pas donné à tout le monde, évidemment. Faut pas être trop timide. N'est-ce pas? Nathalie, dernière question, puisque vous êtes libertine, quelle est l'anecdote drôle ou émouvante ou curieuse que vous avez envie de nous raconter justement dans ce milieu libertin? Alors un truc un petit peu émouvant, c'est gentil parce que j'ai des expériences, mais je pourrais en écrire un livre peut-être. Mais je me rappelle d'une expérience dans le milieu libertin, dans un sauna libertin, où j'étais avec un partenaire. On était dans un jeu de pluralité, où lui effectivement son plaisir c'était de me voir jouer avec d'autres hommes. Donc on s'était mis dans un petit coin câlin. Et puis voilà, il y avait des hommes qui venaient, donc il me les choisissait. Voilà, ça faisait partie de notre jeu. Et à un moment donné, il y a un homme qui est arrivé et qui a vu que j'étais quelqu'un de très actif dans l'acte. Il vient me voir et puis en fait il me dit j'ai juste envie que d'une chose, c'est d'un câlin. Et en fait on s'est allongés tous les deux et je lui ai procuré son câlin et ça a été juste des papouilles dans les cheveux, des petits bisous sur le front, rien de sexuel du coup. Et il en est ressorti, il m'a dit j'ai vécu le meilleur moment de ma vie. Beaucoup de tendresse, donc comme quoi tout existe partout. Et oui. Eh bien, vous pouvez poser une question à Eric Haller, il vous écoute, allez-y Nathalie. Alors Eric, une petite question me traversait l'esprit dans tous ces problèmes sexuels que peuvent rencontrer les hommes, c'est qu'à un moment donné où on positionne le désir. Oui. On se rend bien compte que dans la discussion, il y a beaucoup de problèmes, donc dus effectivement à des maladies, les pannes. Mais en fait, c'est aussi la question du désir. Est-ce qu'elle existe dans ces pannes-là? Oui. Où est-ce qu'on met le désir en fait? C'est très complexe et très intéressant. Il se trouve que la moitié des hommes que j'opère de fuite veineuse ont cette maladie depuis, sinon l'adolescence, du moins avant 30 ans. Mais je peux les voir à 21 ans comme je peux les voir à 60 ans. Donc ils ont vécu une période de leur vie plus ou moins longue sans avoir la possibilité d'avoir des érections, en tout cas satisfaisantes, ou même parfois pas du tout. Et donc, ils sont beaucoup sont angoissés en disant mais vous m'avez découvert cette maladie, vous allez m'opérer, je suis ravi, etc. Mais j'ai pas de désir. Et comment ça se fait? Et alors, en fait, c'est une interprétation de plombier, comme dirait Brigitte Lahaie, donc très 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 simple et très sommaire, mais tout se passe comme si, devant l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, en tout cas classiques avec pénétration, satisfaisantes pour eux, mais beaucoup pour leurs partenaires, parce que contrairement à ce qu'on dit, en tout cas moi en consultation, je vois que les hommes sont extrêmement attentifs à leurs partenaires. Vous voyez, cette idée
moi, je la rencontre pas en consultation. La plupart des hommes qui viennent me voir me disent, mais ce qui me détruit le plus, c'est de ne pas pouvoir donner de plaisir, de ne pas pouvoir, et j'ai peur pour ma partenaire, mes partenaires, etc. Et donc, c'est ça. Et donc, tout se passe comme si une part de leur esprit se détournait même du désir. Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est bien fait quand même le psychisme pour pas trop souffrir. C'est ça, on refoule le désir. Et vous êtes d'accord sur ça? Totalement. Le désir passe dans l'inconscient par mécanisme de défense, tout simplement. Sinon, la souffrance serait trop intense. Quand on sait à quel point le désir, la pulsion masculine peut être envahissante, peut être forte. On voit bien que là, il y a un mécanisme de défense qui s'est installé, oui, bien sûr. Et oui, parce que même pour une partenaire qui a un mari qui est défaillant, c'est difficile aussi, j'imagine. Parce que bon, j'ai pas encore rencontré ça dans le quotidien, mais d'avoir effectivement un mari, un chéri, un amoureux, un homme qu'on aime beaucoup, qui a des pannes sexuelles, et que du coup on n'arrive plus à le désirer aussi, parce qu'on sait que ça va être un échec, et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être remis en cause. Et il y a une chose assez extraordinaire, je suis en train de faire l'étude, qui est une étude clinique, et je rappelle les patients que j'ai opérés, donc c'est parfois 7 ans, 6 ans, ou 3 mois après l'opération, pour savoir où ils en sont de leurs érections, le matin, tout seul, et lors des rapports sexuels. Et ce qui est extrêmement passionnant, c'est que avec le temps, après l'opération, la qualité des érections s'améliore pendant les rapports sexuels, alors qu'elle est stable depuis l'opération, tout seul ou le matin. Donc ça veut bien dire que le développement ou le redéploiement de la sexualité, finalement, fait énormément, et combien c'est quelque chose à deux, quoi. Et donc c'est assez beau. Vous voyez, c'est-à-dire que l'organisme, c'est-à-dire ce qui se voit le matin ou tout seul, il a une sorte de plafond qui est donné, qui est bien, qui est très bien, et qui est donné par l'opération. Mais au-delà du plafond, la sexualité elle-même, finalement, dépasse même la plomberie, pour reprendre la métaphore. Ça va vous rester. Non, mais je crois, Nathalie, et on en parlait avec Eric Haller en préparant l'émission, c'est un enjeu politique, l'érection de l'homme. Et je pense qu'il serait bien, pour que ça change, on voit que quand il y a une association qui prend en main une cause, comme par exemple l'endométriose, l'inceste, etc., ça bouge. Et ben moi, je pense que nous, les femmes, il faut qu'on prenne cet enjeu politique en main. Nathalie, on va monter une association pour que... Mais avec plaisir, Brigitte, parce que je pense que c'est pour le bien-être aussi bien des hommes. Mais oui, et c'est pas les hommes qui peuvent prendre en main cette association. Donc je vais y réfléchir, et puis... Formidable. Je vous accompagnerai, Brigitte. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui seraient prêtes à m'accompagner si elles veulent témoigner. D'ailleurs, on les invite à témoigner tout de suite, là, sur Sud Radio. Allez, on fait une petite pause, il est temps, et puis on se retrouve tout de suite après. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cotonêtre.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le pénis et tous ces petits soucis avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Et quand on le disait tout à l'heure que les femmes prenaient soin de leur homme, c'est particulièrement vrai, puisque c'est Vanessa justement qui appelle au sujet de votre homme. Vanessa, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Vanessa. Alors, moi j'ai une question, donc effectivement, c'est un sujet qui est compliqué. Moi je voulais savoir, est-ce que on peut assimiler une éjaculation vraiment très précoce, c'est-à-dire à moins d'1 minute, à un trouble de l'érection? Parce qu'en ce qui me concerne, on va dire que monsieur il est, on va dire extrêmement précoce. On va dire que parfois, c'est juste une pénétration et c'est fini. Est-ce que ça peut s'associer à un trouble de l'érection? Parce qu'en fait, il y a une érection, mais dès qu'il y a pénétration, c'est fini. D'accord. Quel âge a votre compagnon? Alors, actuellement, il a 60 ans, mais c'est comme ça depuis longtemps? Oui, ça fait depuis... Nous, on est ensemble depuis 20 ans, plus de 20 ans, ça a toujours été. Ça a toujours été. Enfin, aggravé aujourd'hui, on va dire. Voilà, mais il a toujours été...
Aggravé, ça veut dire qu'avant il pouvait avoir une érection après et qui tenait un peu mieux. Non. En général, ça n'a jamais duré plus de 5 minutes. Et après, généralement, il dort. Donc, il n'y a pas de possibilité de remettre le couvert. Ouais. C'est la fuite dans le sommeil. Alors, ça marche dans les. C'était ma première question. Ouais, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que il n'est pas rare que des hommes qui ont d'abord et avant tout un problème d'érection développent en parallèle une éjaculation précoce. Ça rejoint assez la baisse du désir. Bien sûr. Dans cette manière de finir vite pour ne pas être confronté à l'échec. Donc, ça marche dans ce sens. Voilà, beaucoup. Ensuite, l'éjaculation précoce peut être une maladie que je qualifierais d'autonome, parce que dans le premier cas, on peut se dire que quand on guérit le trouble de l'érection, eh bien, on fait s'éloigner, ou en tout cas on améliore l'éjaculation précoce en ayant traité le problème d'érection. Et puis donc ça peut être aussi une maladie en soi et autonome, c'est-à-dire sans trouble de l'érection. Mais parfois il y a des confusions, parce qu'on dit, ah oui, alors, donc j'ai cette éjaculation précoce et puis après mon érection tombe. Mais ça, c'est physiologique, c'est-à-dire que, alors, sauf chez les hommes jeunes ou avec un désir extrêmement fort, en général, il est de règle que l'érection tombe après l'éjaculation. Bon, donc on dit, vous voyez, j'ai un problème d'érection. Non, c'est tout simplement que l'éjaculation a enclenché la phase suivante, qui est ce qu'on appelle la détumescence, c'est-à-dire la sortie du sang du pénis et donc la chute de l'érection. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, on va dire partie. Et ça éclaire, effectivement. Parce que je me suis longtemps posé cette fameuse question d'absence de désir. Alors après, il est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que ça s'est aggravé avec l'apparition du diabète, bien évidemment. Ouais. Je pense que là, au niveau avec la médication, je pense que ça ne s'est pas arrangé. Enfin, c'était déjà pas bien avant. C'est pas mieux maintenant. Mais la question qu'on peut se poser, et on va vous reprendre après les infos, Vanessa, ne vous inquiétez pas. Oui. La question qu'on peut se poser, et vous nous répondrez après, c'est est-ce que cet homme a finalement eu, à un moment donné, quand vous l'avez connu, donc il avait 40 ans à peu près, si je fais un calcul rapide, est-ce qu'il a eu une vraie sexualité, en tout cas du désir, une sorte d'envie. On a l'impression que c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du devoir. On n'a pas l'impression. De l'obligation. Oui, on a un peu cette impression-là. On vous reprend après les infos. Il me reste juste à donner la devinette à Eric Allaire. Moi, elle m'amuse beaucoup, celle-ci. Pourquoi on dit que la virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. J'ai trouvé pour une fois. Pour une fois. Ah voilà, donc on attend avec impatience votre réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va continuer à évoquer le pénis et tous ces petits soucis qui sont aussi des soucis pour nous les femmes. On l'a bien compris avec déjà Nathalie et Vanessa qui est encore avec nous et avec qui on va revenir sur le sujet de la panne d'érection et de l'éjaculation précoce. Mais avant, Eric Allaire, puisque vous avez trouvé la réponse à ma devinette, que la virginité c'est comme une mouche sur le cul d'une vache. Pourquoi ? Alors moi je suis d'origine lozérienne et on sait très bien que le coup de queue chasse la mouche. Et oui, et donc comme la virginité. Et le coup de queue chasse également la virginité. Bravo. Je suis fier parce que je crois que c'est vraiment la toute première fois. Oui, puis vous pouvez parce que c'est assez rare que l'invité trouve la réponse à la devinette. Il faut dire que c'est souvent un peu tordu. Alors Vanessa, merci d'avoir patienté. Donc votre compagnon, vous l'avez rencontré, il avait 40 ans, il était déjà donc éjaculateur précoce. Avec donc, une fois qu'il a éjaculé, pas d'érection et pas tellement l'envie de la retrouver, cette érection, visiblement. Donc on voit bien que de toute façon, en amont, dès la sortie de la puberté, c'est pas un homme qui s'est tellement penché sur le désir, la sexualité, le plaisir qu'on peut donner à une femme, etc. C'est un vaillant compagnon du devoir. Fainéant, vous dites carrément, oui, peut-être, on peut dire ça.
Alors, je vais quand même prendre sa défense. Oui, pardon. Ah bon. Moi, je pense que au-delà du problème, parce qu'effectivement, d'un point de vue masculin, c'est effectivement un problème pour l'ego, pour la virilité, pour tout ce qu'on veut. Mais là où je suis d'accord avec Brigitte, c'est que quelque part, il ne faut pas non plus oublier la place de la femme dedans, parce que c'est pas non plus, c'est pas facile. Parce qu'il y a une notion, vous en parliez tout à l'heure, de la notion du désir. On se pose quand même la question, est-ce qu'il me désire? Est-ce que c'est... on peut soi-même se remettre en cause. Est-ce que c'est moi ne l'excite pas suffisamment? Ça n'est pas facile. Et alors, il y a ça, et j'ajouterai autre chose, Vanessa, qui n'est pas si souvent dit, et je crois que il y a qu'une femme qui peut le dire, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, parce que après tout, vous êtes peut-être pas de cet avis-là, mais je trouve aussi que pour une femme, la capacité à sentir que cet homme est en nous, qu'il nous donne sa puissance, etc., ça nous rend femme. Et quand il nous pénètre et qu'il ressort aussi vite, quelque part, on est frustré de ne pas avoir eu cette complétude, si je puis dire, que l'homme peut apporter à une femme. De même qu'un homme, il a besoin de pénétrer la femme pour se sentir homme. Enfin, je veux dire, puissant, absolument. Et de même que nous, on prend sa puissance, et vous prenez notre ouverture, Je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que surtout en ce moment où il y a un petit courant anti-pénétration, moi je pense que c'est quand même important de rappeler que ce moment où le pénis est dans le vagin, il se passe quelque chose qui est de l'ordre, j'ai presque envie de dire, du sacré, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Vanessa? Moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça, et effectivement le côté symptomatique est chez l'homme, mais les répercussions, elles sont... Alors, si vous avez un homme, comme disait le docteur tout à l'heure, des hommes qui sont soucieux de ce qu'ils ne peuvent pas apporter à leur femme, etc., et qui viennent vous voir, donc déjà, si effectivement, ce sont des gens qui se déplacent pour trouver une solution et qui sont soucieux, mais dans mon cas, c'est pas du tout son problème. C'est la problématique, elle ressurgit aussi sur la femme, et effectivement, tout ce que l'acte sexuel est censé apporter, il n'y a plus rien. Mais Vanessa, je vais quand même prendre sa défense aussi. Peut-être que derrière ce symptôme, parce que c'est un véritable symptôme, il y en a un autre beaucoup plus douloureux. Et c'est souvent ce que j'invite le couple à aller chercher. Parce que il vous fait souffrir, ça c'est indéniable. Il s'en rend compte ou pas, parce qu'il est peut-être dans le déni, mais derrière son symptôme, il y a certainement quelque chose de douloureux. Oui, je peux l'entendre. Sauf que il faut aussi être ouvert pour en parler, et c'est. Il n'en parle pas. Mais quand c'est si douloureux, on est dans le déni, parce que ça ferait trop mal d'ouvrir de soulever le couvercle. Essayez d'en parler quand même. D'autre part, j'ai essayé des centaines de fois. J'ai tout essayé, j'ai tout proposé. Ouais. Si je peux même, comment dire, je vais même arriver à me dire qu'en fait c'était moi qui ne désirais pas, que moi, mais pas moi uniquement moi, mais c'est-à-dire que c'était moi femme. J'ai évoqué le sujet de la bisexualité pour ne pas être non plus dans l'homosexualité. J'ai évoqué le sujet de la bisexualité en me disant peut-être que si c'est moi qui aborde le sujet, ça va être peut-être plus facile, parce qu'effectivement, il y a des hommes aussi qui peuvent... Mais Vanessa, sur la question de l'homosexualité ou de la bisexualité, sincèrement, je pense que ça n'a rien à voir, parce que vous avez des gays qui sont éjaculateurs précoces aussi. Oui. J'entends bien. Je pense que ça vient plus de son rapport à son identité masculine, à sa virilité, à son enfance, à peut-être un traumatisme, à quelque chose qui a à voir avec son passé, oui.
Oui. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Brigitte Lahaie beaucoup. Hein. Et il y a autre chose aussi, c'est que il n'est pas exclu que votre compagnon ait depuis l'adolescence des troubles de l'érection, tout à fait vrai, hein, et qu'il en a conçu à partir de là une éjaculation précoce. Donc, aller vraiment au bout de la question, c'est explorer d'abord un trouble de l'érection. Moi, quand un homme vient me voir avec une éjaculation précoce, ça commence par là. Et à partir du moment où on sait si la machinerie de l'érection fonctionne ou pas, c'est vraiment deux voies complètement séparées, deux prises en charge complètement séparées. Mais pour vous, ça vaut aussi. Hein, je crois que c'est une question importante. D'autre part, aborder la question, il faut peut-être, mais c'est ce que Brigitte Lahaie disait tout à l'heure, c'est des choses qui remontent potentiellement à l'enfance. Oui. Alors, excusez-moi, je vous coupe Eric, mais parce que j'ai une idée qui me vient comme ça aussi. Parfois, la taille du pénis aussi joue une influence sur l'éjaculation précoce. On sait que les hommes qui ont des petits pénis parfois sont plus sujets à une éjaculation précoce. Je ne sais pas si c'est son cas, Vanessa. Ah non, mais pas du tout, non. Bon, parce que donc pour le pas coup, ça. Non, il est dans la bonne, le bon fantasme on va dire du noir bien doté. Il n'y a pas de souci. Mais non. Donc la piste que propose Eric est possible aussi, peut-être. Ouais. Il faut peut-être reprendre la conversation, non pas directement sur la sexualité, mais peut-être partir du couple. Et peut-être partir très 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 en amont. Alors ce sont des conversations difficiles à susciter et à faire durer. Non mais c'est toujours comme ça, vous savez, Moi j'ai essayé énormément de choses, la patience, la gentillesse, j'ai tout proposé pour montrer que j'étais ouverte aux discussions. Non, il est fermé. Oui. Mais en revanche, il doit être enfant de cœur jusqu'à 22 ans, donc très. Bon, écoutez, Vanessa, il y a certainement peut-être derrière un traumatisme qu'il a oublié, avec la mémoire traumatique. Il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Là, vous donnez une piste qui. Encore une fois, on a aucune preuve et c'est totalement. Mais non, et moi j'ai pas d'infos. Mais non, et lui peut-être ne se souvient de rien, je veux dire. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce que je vous conseille, franchement, parce qu'il doit être très gentil dans la vie, cet homme, j'imagine. Non, même pas. Il est froid. Il est à côté de la vie, quoi. Il compense son manque de virilité par des excès de puissance, mais physique, on va dire. La puissance, elle est transposée ailleurs. Mais pas contre vous. Pas contre vous. Ça lui est arrivé. Ça, c'est pas acceptable, Vanessa. Non, c'est pas acceptable. Je suis d'accord avec vous. Non, protégez-vous quand même, respectez-vous. Bon, en tout cas, cet homme est en souffrance dans ce que vous racontez. Encore une fois, ça n'excuse rien, sûrement pas d'ailleurs la violence contre vous. En même temps, c'est difficile parce que quand vous avez ce problème, vous en parlez et c'est pour ça que quand vous parliez de médication, enfin en tout cas de solutions, c'est vrai que là où je vous rejoins, Brigitte, c'est que la communication, elle est importante, effectivement, ne serait-ce que pour enlever la gêne, pour enlever la notion de jugement, la notion de « Ah oui, mais tu me donnes pas de plaisir, donc t'es pas un homme ». Ne serait-ce que pour enlever tout ça, moi je suis quelqu'un, ça vous l'avez dû le remarquer, je parle beaucoup, je parle facilement, je suis quand même ouverte. J'ai expliqué 1000 fois qu'il y avait mais Vanessa, on peut communiquer, mais si l'autre est fermé comme il est fermé, vous pouvez toujours communiquer. Il entend que d'une oreille, de toute façon. C'est ça, exactement là où j'allais en venir, c'est que si en face la personne ne veut rien vous donner, entre guillemets, ça ne peut même pas être un remède pour en parler même à quelqu'un, parce qu'il a toujours refusé d'aller voir quelqu'un. Donc, c'est difficile au niveau remède. Et voilà. Je vois pas, sincèrement, Vanessa, moi, je vois pas de solution en ce qui vous concerne. Ah si, moi j'en ai trouvé une. Maintenant, je suis libertine maintenant. Oui, non, mais ça, pour vous, je pouvais vous en donner, mais pour le couple, je vois pas de solution.
faut vouloir, je pense, à deux. Et comme disait votre invité tout à l'heure, les hommes viennent le voir. Et effectivement, c'est peut-être la chose à retenir, c'est qu'effectivement, moi je pense que ça ne peut venir dans un premier temps que d'eux ou du couple. Si ça peut se faire à deux ou en couple ou tout seul, mais démarche, elle doit venir. Vous avez raison et merci de ce témoignage parce que ça résonne malheureusement certainement chez d'autres personnes qui nous écoutent. Vanessa, vous avez trouvé la solution pour vous et vous avez bien raison. On fait une petite pause et on continue dans un instant avec un autre sujet, mais on voit bien à quel point ce sujet est multiple, n'est-ce pas, Eric Heller ? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec notre plombier. Vous avez un petit problème de plomberie, n'hésitez pas sur Sud Radio 0826 300 300. On va vous déboucher tout ça et ça va refonctionner formidablement bien. Donc, en tout cas, je plaisante évidemment, Eric Heller. Vous êtes quand même professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Un peu de respect quand même. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Voilà, je pose un petit problème. Voilà, j'ai eu un petit problème cardiaque il y a 2 ans, une arythmie, ça s'appelle un AFA paroxysmique. Et donc j'étais sous traitement donc de Sotalol, un bêta bloquant, et bien sûr un produit pour le sang, pour l'équipation du sang. Et j'ai remarqué malheureusement que si vous voulez ce bêta bloquant, alors j'ai regardé un petit peu sur internet globalement un petit peu les effets de ça, et depuis déjà de nombreux mois, si vous voulez, l'envie est là, j'ai une très très forte envie. Mon érection démarre bien, et bien souvent au moment de la pénétration, pouf, alors, une fois, 2 fois, je veux bien. Et alors là, je m'inquiète un petit peu de ça. Alors, j'en ai causé. Bon, j'ai vu mon cardiologue la semaine dernière. On en a causé. Alors, j'avais d'autres. J'ai tous les effets secondaires. Alors, je suis complètement apathique un petit peu. Vous savez, ça me donne du psoriasis et tout ça. Bon, il m'a dit, écoutez, vous avez une dose très faible de bêta-bloquant, donc je vais vous le supprimer. Je le supprimer, c'est pas bon. Il est très faible. Alors là, ça fait même pas 8 jours. Alors j'aimerais savoir un petit peu si malheureusement ça, c'était vraiment que ça qui jouait sur ces problèmes d'érection. Et est-ce que je peux avoir alors je dis pas vu mon âge, mais malheureusement j'ai quand même quel âge des envies, si on peut dire. 70 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est pas, bon, ça va. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas. Il y a encore de l'espoir. 70 ans. Je suis un âge et commence à trouver ça jeune. Je ne demande pas les prouesses de jeunesse, mais bon, l'envie est là. L'envie était très forte et tout ça. Bon, je suis pas gras, je suis pas machin. Bon, à la limite, je suis encore vendable, comme on peut dire, mais bon, je tiens beaucoup à mon épouse et je suis vraiment, elle le comprend bien, mais je suis vraiment généreux. Je voulais savoir globalement s'il y avait vraiment que ça qui jouait là-dessus ou voilà. C'est une très bonne question. Oui. Eh bien, la réponse. Alors, je peux poser juste une question. Oui. Quand vous avez débuté les bêta-bloquants, 2 questions en fait. Quand vous avez débuté les bêta-bloquants, avant, ça marchait bien, les érections? Oui. Voilà, réponse, oui. Vous avez pris les bêta-bloquants pendant combien de temps? Ah ben là, ça va faire 2 ans. 2 ans. Pas loin. Et donc, vous avez maintenant arrêté les bêta-bloquants. Alors, on va voir. On va voir ce qui se passe. Il n'y a même pas une semaine. Mais, un mois après la prise des bêta-bloquants, donc il y a 2 ans, mais 1 mois après la prise des bêta-bloquants, les érections, c'était comment? Ça a commencé à devenir plus difficile, si vous voulez. Alors, si vous voulez... Non, pas. Excusez-moi, moi je suis un peu directif dans mes interrogatoires, mais c'est juste pour bien comprendre. Donc la question est très très précise. 1 mois après avoir débuté les bêta-bloquants, les érections étaient comme avant la prise des bêta-bloquants ou altérées? Oui, non. Je vais vous dire non. Vous ne savez plus. Non, d'accord. Non, mais
C'est-à-dire, non, pas. Alors, j'ai d'autres sujets parce que ce petit problème-là m'avait un peu choqué, si vous voulez. Hein, bon, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, apparemment, il s'avère que c'est pas terrible. Bon, c'est toujours sous anticoagulant. Ça, je pense que ça ne joue pas, hein, l'anticoagulant sur le. Hein, je suis sous Dickie, si vous voulez. Bon, mais non. Alors, c'est difficile de vous dire. Ah ben, vous dites, je sais pas. Un mois pile après. Je sais pas. Donc, je vais poser ma question autrement. Ouais. Mais c'est juste pour peut-être ceux qui nous écoutent, parce que c'est une méthode. Vous voyez, c'est comme l'inspecteur Clouseau quand on joue au... Comment ça s'appelle Bon, c'est pareil. Bon, il faut mener une enquête. Donc, vous avez commencé à prendre ces médicaments. Est-ce que les érections se sont dégradées petit à petit pour devenir évidentes? Oui. Ah, voilà. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Non. Bon, alors, réponse à votre question... il est assez probable qu'il y ait autre chose que la prise de bêta-bloquants. Bon, vous allez le savoir puisque vous avez arrêté. Vous allez voir dans le mois qui va venir comment ça se passe. Alors, cela dit, je veux dire, oh là là, Allaire m'a dit, donc ça peut vous angoisser, donc peut-être que ça va abîmer vos érections. Mais c'est tout à fait possible. Mais bien sûr, évidemment. Bon, donc... vous avez, à votre âge, vous avez l'âge d'avoir un bon bilan pour rechercher des maladies ou des facteurs qui provoquent ou aggravent un trouble de l'érection. Hein. Donc il faut faire une prise de sang, donc un bon bilan hormonal. Il faut faire... le fameux Doppler. La fameuse échographie Doppler. Vous avez parlé de diabète ou pas ? Non, hein ? Non, je n'ai pas. Ok. Non. Donc voilà, ces deux examens-là vont vous donner toute réponse. Donc, et une fois que vous aurez la réponse sur les raisons qui font qu'il y a des pannes de temps en temps, ou plus ou moins, il y aura les solutions. Absolument. Vous voyez, c'est surtout ça qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que quels que soient les problèmes d'érection, il y a des solutions. Tout à fait. Et vraiment, enfin, vous avez l'air d'avoir du désir, vous êtes en forme, vous avez envie de continuer à avoir une bonne sexualité, donc ne traînez pas, parce que plus on traîne avec des problèmes d'érection, plus il y a une sorte de cercle infernal qui s'installe pour vous, pour votre femme. Donc il faut pas traîner. Faites ces deux examens. On saura exactement quel l'état des lieux, si je puis dire. Hein. Une fois qu'on a l'état des lieux, on appelle le maçon, le plombier. On reconstruit tout ça. Et il y a un bêta-bloquant. Si un jour vous avez besoin de bêta-bloquant, hein, pourquoi pas. Il y a un bêta-bloquant qui ne détériore pas les érections, qui s'appelle le Nebivolol, peu importe son nom, tous les médecins. Nebivolol, tous les médecins connaissent ça. Moi, j'avais du sotalol, là, c'était... Oui, mais c'est différent. C'est pas la même sauce. Voilà. Voilà une réponse claire de Eric Allaire, Frédéric. Et merci de votre appel, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres hommes à qui ça va parler également. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vous propose de réveiller votre beauté énergétique. On va jouer avec un petit canard qui est dans la baignoire. Hein, on reste dans les images de plomberie. Et puis vous continuez bien sûr, si vous avez des questions à poser, à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sud Radio fête son arrivée à Lyon sur 105.8 FM. Toute la journée du 28 mars, Sud Radio sera en direct du salon Made in PME à Lyon Eurexpo avec Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, Cécile de Minibus et Philippe David. Et le 29 mars, retrouvez Patrick Roger dès 6h30 pour un grand matin Sud Radio spécial à Lyon sur le 105.8. Besoin m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Eric Allaire, comme on parle beaucoup des hommes aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un Love Conseil un peu plus adressé aux femmes, et j'ai reçu ce livre chez Larousse qui s'appelle Réveiller votre beauté énergétique. C'est une femme qui l'a écrit, Maya Aleom. Et alors c'est un livre comme ça, a priori on pourrait croire que c'est un petit peu trop dans la spiritualité, etc. C'est pas faux, mais en même temps j'ai trouvé que c'est assez intéressant parce que c'est un livre qui permet aux femmes de
justement de trouver leur beauté intérieure. Moi, je pense que chez beaucoup de femmes, elles sont trop dans une beauté esthétique extérieure du corps, alors qu'en fait, la beauté d'une femme, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est sa féminité intérieure. C'est ce qui ressort du fait que c'est une femme. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que la majorité des hommes sont d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils préfèrent 100 fois une femme qui a peut-être 3 kilos en trop, mais qui les assume bien, qu'une femme qui fait qu'attention à ce qu'elle va manger et qui est chiante dès que... Enfin bon, bref. Voilà. Et j'ai trouvé que dans ce livre, il y avait des choses très intéressantes et que vraiment, notre beauté, elle est liée à notre état d'âme et non pas à notre aspect extérieur, comme on le lit parfois dans les magazines féminins. Donc j'ai trouvé que ce livre était intéressant. Il y a plein de conseils, il y a plein de choses assez bien. Elle rappelle une chose aussi que je trouve très intéressante, que notre corps c'est 70% d'eau. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Elle cite notamment une phrase d'Einstein que je trouve assez belle, que je vais vous lire. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas. La santé, c'est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre environnement. En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre niveau vibratoire et renforçant notre système immunitaire. Tout est un et rien n'est séparé. Le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. Wow. Ça, c'est Einstein qui a dit ça, c'est extraordinaire, vous trouvez pas? Ah oui. Et aujourd'hui, où on est en train de nous parler d'intelligence artificielle et toutes ces conneries, revenons peut-être à ce qui est à l'intérieur de nous et qui est quand même l'essentiel. Non? Beau programme. N'est-ce pas? Gros programme. Beau et gros. Voilà. Vaste. Bon, alors il y a des méditations des 5 sens. C'est vrai que plus on est en relation avec ses sens, plus on est sensuel et plus on est belle, parce que quoi qu'on en dise, les hommes, ce qu'ils aiment, c'est les femmes sensuelles. Hein, c'est pas les mannequins qui sont des porte-cintres. Enfin bref. Et alors, je vais vous lire une autre phrase aussi qui est très jolie. Et puis je crois qu'après ça, on aura fait... Tout le monde sera convaincu. Voilà. La création et l'amour sont les 2 énergies de la vie. Ouais. C'est pas mal, hein? Oui. D'ailleurs, amour et création sont quand même très liés. Exactement, puisque la procréation et la création, c'est quand même le même mot, et vous voyez bien de quoi je parle. Bref, Réveillez votre beauté énergétique, c'est aux éditions Larousse. C'est un très très joli livre. Voilà. Après, il y a à apprendre et puis il y a des choses peut-être un petit peu trop branchées là-haut. Hein. Il faut quand même garder les pieds sur terre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très joli livre. Et puis on va continuer avec Ophélie qui a reçu ce canard il y a longtemps, qui avait plus de canard vibrant. Bonjour Ophélie. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Ophélie. Vous connaissiez les canards vibrants, Eric? Le magret de canard, oui, bien sûr. Le magret de canard. Oui, Ophélie, je vous en prie, allez-y. Alors, c'est un classique, un petit classique rigolo, le petit clin d'œil qu'on peut avoir dans nos salles de bain, près de la baignoire, c'est rigolo, moi je trouve ça sympa. Après, au niveau performance, on peut pas dire qu'il soit très très performant, je trouve, il y a des c'est totalement dépassé, moi j'ai trouvé ça drôle à l'époque, c'est Sonia Rykiel qui avait lancé le canard vibrant pour que justement on puisse oser acheter un truc qui vibre sans se sentir coupable, si je puis dire. Alors comme d'habitude, j'arrive pas à l'éteindre. Il faut appuyer 3 secondes. Oui, ça y est, c'est fait. Vous voulez tester, Eric? Allez, faites coin. Hop. Alors, il y a quand même plusieurs programmes, je dois dire. Quand même. Oui. Il y a plusieurs programmes avec des alternances de vibrations, etc. Après, c'est un petit objet vraiment rigolo à offrir aux copines, quoi. Moi, je trouve que c'est sympa, mais bon, voilà. Il a un autre avantage. Il est franchement pas cher. Il coûte 24,90 €. Donc, pour un premier jouet, je trouve ça assez rigolo. Et c'est vrai, là où vous avez raison, Ophélie, on peut le laisser sur la baignoire, même s'il y a des enfants. On peut pas imaginer à quoi ça sert. Voilà, c'est ça. Ça déculpabilise un peu, si j'ose dire. Et puis voilà, c'est rigolo, c'est sympa. Après, comme je vous dis, je l'ai pas trouvé très performant. Donc non, c'est pas. Mais il est joli, il est facile. Oui, et puis attendez, il vibre quand même. Il vibre quand même. Il a quand même son efficacité. Je suis sûre que pour une femme qui a jamais utilisé de jouet, la première fois, ça peut fonctionner parce que vous savez, c'est toujours pareil. Quand on est un peu trop habitué, on est blasé. Ophélie, vous me semblez être assez habituée.
Disons que j'en ai quelques modèles, on va dire. N'est-ce Donc là, pas? c'est vrai que c'est un modèle débutant, on va dire. Là, vous retournez au temps des cavernes, avec votre canard vibrant. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment, pour moi, ça m'amuse beaucoup. Je le trouve mignon et rigolo, quoi. Voilà. Dans une salle de bain, c'est marrant. Ça pose à quelqu'un qui rentrerait dans la salle de bain peut le regarder en se posant des questions. C'est marrant. Voilà. Bien. Et quelle note vous lui donnez à ce canard vibrant? Alors bon, on va quand même lui mettre la moyenne. On va dire 5. 5 sur 10, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, ce mini canard vibrant, Big Tease Toy, vous le retrouvez évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et je l'ai dit, il n'est pas très cher, 24,90 €. Si vous avez envie d'en offrir un à votre compagne, en même temps, ça fait pas peur. Et puis ça reste, c'est presque un objet culte maintenant. Oui, Eric, c'est un objet culte. Oui. Non, mais bien sûr. Merci Ophélie, merci beaucoup. Robert est avec nous maintenant. Bonjour Robert. Bonjour Brigitte. Bonjour docteur Allaire. Bonjour monsieur. Eh bien, allez-y, tout d'abord, voilà, j'ai un peu plus de 60 ans et j'ai depuis 20 ans quelques problèmes de santé. J'ai le cœur faible, j'ai fait de l'arythmie, je fais de l'hypertension, je fais du diabète, mais je suis pas soigné pour ça. Donc j'ai changé mon alimentation. Et donc j'ai été marié pendant 30 ans, plus de 30 ans. Aujourd'hui je vis seul. Et depuis 5-6 ans, j'ai plus d'activité sexuelle. Voilà. Même pas de masturbation? Si. Alors. C'est une activité sexuelle. Bravo, parce que c'est important de garder au moins cette activité-là. Très bien, merci. Si, il faut le répéter. Et il y a un mois, j'ai rencontré une dame avec laquelle j'ai eu une activité sexuelle et je me suis aperçu que j'avais j'avais une érection mais pas suffisante pour une pénétration. Ouais. Alors je dis que je m'en suis aperçu parce que effectivement depuis le temps, à part la masturbation, je n'avais pas eu de contact avec de femmes. Et en même temps, Robert, une pénétration une première fois ou après pas mal d'abstinence avec une femme qui a peut-être aussi votre âge, qui est peut-être pas non plus avec une lubrification importante. Tout ça, ça entre en compte aussi. Je me permets de le dire, pas forcément pour vous, mais pour ceux qui écoutent. Donc, ça se prépare un peu, une pénétration dans ces conditions-là. Alors là, justement, la première fois, il y a eu plusieurs fois, bien sûr, et la première fois, c'est très bien passé. Enfin, j'étais pas plus stressé. Je n'étais pas forcément très stressé. Oui. Et puis, la dame en question était très mouillée. Voilà, très mouillée. Donc, voilà. Tout allait bien, d'accord. Voilà. Et en plus, j'avais prévoyant, j'avais emmené des outils avec moi. Je veux dire, quelque chose pour l'exciter un peu, voilà. Et donc nous avons eu plusieurs relations, et puis à chaque fois, à aucun moment j'ai pu la pénétrer. Alors je suis allé voir mon médecin pendant cette période. Alors dans un premier temps, il m'a donné du tadalafil. Ça n'a pas vraiment fonctionné. D'accord. Ensuite, il m'a donné, je suis allé retourner le voir, il m'a donné du Spedra. Spedra. Oui. On a fait 2 essais avec, et puis ça n'a pas été non plus très concluant. Ouais. Maintenant, il me donne du Visarzin. Oui.
Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, j'ai l'impression que il y a peut-être autre chose. Alors, tout à l'heure, vous m'avez donné un espoir parce que à ce monsieur qui a 70 ans, vous lui disiez que tout n'était pas perdu. Donc, quelles investigations puis-je mener? Non, la situation n'est pas perdue du tout. Et vous voyez, les masturbations que vous avez pratiquées, j'allais dire entre-temps, vous ont sinon préparé, du moins entretenu pour votre nouvelle relation avec une femme Donc ça, c'est extrêmement important. Là, l'histoire de la masturbation, parce qu'il y a une véritable histoire de la masturbation, en tout cas du regard de la société sur la masturbation est quelque chose de considérable. Philippe Breno, qui est un grand sexologue français, a écrit un bouquin là-dessus. Et c'est vrai c'est un peu tabou. Bon, peut-être faut ça reste, pas de problème. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est aussi un véritable entretien non seulement de la machine érectile, mais de la sexualité. Alors, il ne faut pas non plus que ça déborde et que ça remplace, etc. Bon, après, ce sont d'autres questions, mais complexes, mais en tout cas, ça fait partie de la sexualité, ça c'est indéniable. Alors après, quels examens ? Écoutez, c'est j'allais dire toujours la même chose, mais il faut le répéter parce que c'est extrêmement important. Une prise de sang pour avoir une vision de l'ensemble de votre appareil hormonal. Il peut être en insuffisance sur la testostérone ou sur la thyroïde, etc., etc. Et tout ça, ça se traite très très bien. Rarement c'est au premier plan, c'est-à-dire qu'il est rare que un déficit en testostérone explique tout, mais enfin c'est au moins un facteur favorisant, et parfois d'ailleurs ça explique beaucoup. En plus, l'insuffisance en testostérone, on ne le sait pas assez, mais induit des fatigues extrêmement profondes, et on peut retrouver un tonus, une vitalité, faire disparaître des douleurs musculaires, etc., tout symptôme du manque de testostérone, une déprime absolument, Brigitte, vous avez tout à fait raison d'insister sur ça. Donc là, la testostérodémie est vraiment un des facteurs essentiels du tonus général. Ça, c'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, cette fameuse échographie Doppler du pénis dont nous parlions, parce que vous signalez avoir eu des problèmes cardiaques. Donc, comment sont les artères qui conduisent le sang au pénis? Et puis, vous signalez aussi, si j'ai bien compris, qu'il peut y avoir un certain degré d'instabilité de l'érection lors des rapports sexuels. Alors, cette instabilité, faut pas la surinterpréter, parce que ça peut être un peu le stress à un moment, ça marche, tac, ça tombe. Bon, ça c'est de l'instabilité aussi. Mais l'instabilité, ça peut être aussi une marque de fuite veineuse. Donc, pour toutes ces raisons, il faut faire une échographie Doppler du pénis. Sur le diabète, il faut revoir votre histoire diabétique, mais il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle un électromyogramme. Désolé pour le nom du pénis, et regarder schématiquement comment fonctionnent les circuits électriques entre le cerveau et le pénis. Est-ce que le diabète a laissé ça intact, ce qui est très possible, ou est-ce qu'il a au contraire un petit peu abîmé tout ça ? Voilà. Donc là, Robert, je crois qu'on a un petit problème parce qu'on est, c'est le problème du direct. Il y a eu une petite coupure, mais en tout cas, tout ce que vous avez donné comme conseil à Robert, ça peut servir aussi à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et oui, il faut le prendre en main, si je puis dire. Je peux ajouter une dernière chose qui est le thème de l'émission. Regardez aussi avec votre médecin les médicaments que vous prenez et voir si parmi eux, certains sont défavorables et peuvent être remplacés. Exactement. Allez, on fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure, Eric Haller, avec Christian qui est avec nous, qui a également des questions à vous poser. Je rappelle, Eric Haller, que vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire et que c'est par rapport à justement cette chirurgie vasculaire que vous vous êtes intéressé au vaisseau du pénis. Et c'est comme ça que vous en êtes arrivé à toutes ces connaissances sur le pénis. Christian, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Christian.
Voilà, écoutez, je vous appelle parce que j'ai 62 ans et j'ai des problèmes de prostate depuis pas mal d'années maintenant, puisque j'ai une grosse prostate pour laquelle je suis traité depuis, je dirais, 2015, quelque chose comme ça, par du tamsulosine 0,4 mg. Et je dirais depuis, alors voilà, depuis maintenant pas mal de temps, j'ai des gros problèmes pour éjaculer. Et en fait, il y a une éjaculation retardée, je dirais, qui est assez pénible. D'autant que là, depuis une année, là, je vis avec une nouvelle compagne, si j'ose dire, pour laquelle voilà, tout se passe bien. Je suis très amoureux d'elle et elle également de moi. Mais je dois dire que voilà, dans nos relations, il y a cette problématique-là d'éjaculation qui se produit pas ou presque sèche, j'allais dire. Et puis avec les problèmes d'éjaculation aussi un peu rétrograde, et ça c'est dû à mes problématiques. Et aussi, je dirais, alors je sais pas s'il y a un facteur psychologique, j'y vois moi un facteur psychologique chez moi, je suis plutôt sensible. Chaque fois que j'ai eu une nouvelle compagne, j'avais des problèmes effectivement d'érection qui se produisaient, et je dois dire que je suis, si vous voulez, entre les aspects prostatiques et les aspects de rencontres, de nouvelles rencontres, etc. Je me mets certainement une pression assez phénoménale, et donc il se trouve que là aussi vient s'ajouter peut-être à ces problèmes très mécaniques et peut-être dû au cachet, etc. Avec des problèmes d'érection de temps à autre, et donc j'en arrive à plus être sûr de moi, donc il y a un phénomène, comment dirais-je, d'entraînement de tout ça. D'auto-amplification du problème. Et j'arrive pas à déceler vraiment quelle est la problématique due aux médicaments, la problématique due à mon âge. Ça change plutôt très en forme parce que je fais beaucoup de sport. Je fais en gros 4 à 5 heures de sport par semaine, donc je m'entraîne bien. J'ai pas de problème de santé par ailleurs. Et donc l'urologue que j'ai consulté, puisque le précédent avait des problèmes de santé, donc j'ai consulté un nouvel urologue à qui j'ai parlé de ces problèmes, et peut-être qu'il a balayé les choses un petit peu rapidement. Il me dit écoutez, vous laissez tomber ce tamsulosine, hein, vous prenez du tadalafil. Tadalafil, oui. 5 mg, et puis vous verrez, et ça doit. Et puis alors j'ai essayé ça, mais je dirais que là aussi ça m'a redéclenché des problèmes par contre de prostate, parce que vraiment j'avais des problèmes, si vous voulez, pour uriner qui sont revenus. Donc j'en suis revenu moi à ce que je connaissais avant et qui fonctionnait. Donc j'ai alterné depuis quelques semaines, une semaine l'un, une semaine l'autre. Voilà. Et puis avec cette incertitude personnelle de dire je vais pas être à hauteur pour ma compagne. Voilà. Je sais plus comment l'interpréter. Et avec cette problématique d'éjaculation très retardée, où au bout d'un moment, effectivement, comme on dit, je donne plus, quoi. Au bout d'un moment, même si il se passe un quart d'heure, peut-être plus, etc. Et puis là, vraiment, ça vient pas, et c'est problématique. Voilà. Je sais pas si je vous ai tout dit comme il fallait le dire, mais... Ben si, vous avez fait un bilan assez clair, hein, Christian, de toute façon, de tout ça, et c'est là, encore une fois, où on voit comment les choses s'entremêlent, et ça demande une écoute, mais une écoute de quelqu'un qui connaît bien le sujet. Donc, Éric Allaire, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Christian ? Dans ces situations, je pense qu'il faut, d'une part, prendre les problèmes les uns après les autres, et d'autre part, ne pas hésiter à mélanger les médicaments pour le coup. C'est-à-dire que les deux classes de médicaments que vous avez citées ne s'excluent pas l'une de l'autre, et vous pouvez tout à fait, avec l'autorisation de votre médecin, prendre l'un et l'autre. Oui, l'un et l'autre, c'est ça. Ah oui. De plus en plus, en tout cas, c'est quelque chose que les urologues... Moi, je suis pas spécialiste de la prostate, hein, mais donc il faut... continuer avec votre urologue prendre ses conseils, mais sûrement vous pouvez associer les deux. Ensuite, il y a la possibilité que des perturbations diverses dans votre organisme concourent à rendre les érections plus difficiles. Et donc, il faut à nouveau faire un bilan hormonal. En avez-vous fait une prise de sang ou pas ?
Oui, tout à fait. J'avais fait d'ailleurs un dosage de testostérone et qui donnait 18,42. J'ai vu que la biodisponible, c'est surtout celle-là qui est importante. C'est celle qui, voilà, vous notez avec un stylo. 5,30, je ne sais pas, 5,30, je ne sais pas si c'est... C'est peut-être pas ça. Mais donc, regardez si cette valeur-là est dans la fourchette ou pas. Bon. Ensuite, donc... La bio quoi, vous le dites? Biodisponible. C'est celle qui se lie aux cellules. Donc, c'est celle qui est efficace. D'accord. Et puis, nous revenons toujours à cette... alors, j'allais dire, nous revenons à cette question de l'échographie Doppler, bien sûr, mais en amont de ça, il faut faire un bilan extrêmement précis de vos érections. Commencez le matin, commencez tout seul, commencez lors des relations sexuelles, commencez avec le médicament, sans le médicament. Vous voyez, il faut vraiment faire un état des lieux tout à fait précis avec votre... Voilà, et ensuite voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui pourra interpréter votre ce que vous allez découvrir, parce que finalement... encore une fois, moi, votre urologue est certainement très bien en ce qui concerne votre prostate, mais c'est peut-être pas non plus un sexologue. Donc, en fonction de la qualité des érections à des moments et à d'autres, ça veut pas dire la même chose, quoi. Donc c'est un langage finalement, votre érection, vous voyez, et donc ce langage, il faut en parler la langue. Hein. Et c'est un sexologue alors qu'il faut voir, c'est ce type-là de profession. Un médecin un andrologue ou un... En tout cas, quelqu'un qui est à même de pouvoir interpréter exactement tout ce que... à la fois vos examens hormonaux et Doppler du pénis, mais en même temps... ce que vous remarquez dans votre sexualité. Et quant au problème de anéjaculation, oui, ça peut venir de la prostate, mais ça peut venir aussi de quelque chose d'ordre psychique. Très aussi, complexe, hein. oui. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus complexe, l'anéjaculation. Oui, c'est très... On comprend pas toujours très bien ce qu'est l'anéjaculation. Ouais. Et on la confond souvent avec l'éjaculation rétrograde. Qui est autre chose. Parce que là, il y a une éjaculation, simplement, au lieu de sortir, ça va dans la vessie. Donc... Tandis que là, ça ne sort pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très frustrant pour les femmes, en effet, ce genre. Je suis désolée, Christian, on est obligé de se quitter parce qu'on est en fin d'émission, mais déjà, vous avez l'éclairage de Eric Haller. Merci beaucoup, Eric, comme toujours, de tous ces sujets qu'on aborde finalement assez peu dans les médias. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Robert Zuili. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est un sentiment, une émotion, un ressenti? Et quels sont les différents types d'amoureux? Voilà, un beau sujet aussi. Formidable. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.